BFM Business, BFM Crypto, le club. Et les meilleurs experts réunis sur le plateau de BFM Business, le club BFM Crypto. Valentin Demey, journaliste pour Cryptost, vient de nous rejoindre. Bonjour Valentin. Bonjour Guillaume. Je ne vous demande pas si vous avez passé de bonnes vacances. Vous n'avez pas pris de vacances, Valentin. Exactement, comme le marché. Donc vous êtes encore chaud et rodé. Vincent Gann avec nous également. Bonjour Vincent. Bonjour Guillaume, bonjour Valentin, bonjour à tous. Analyste technique indépendant, on est ravis aussi de vous retrouver Vincent. Vincent, quels critères, quels facteurs devraient à vos yeux influencer la tendance sur le Bitcoin cette année ? Voilà, dure question, mon cher Guillaume, quelles sont les conditions pour une année haussière pour le cours du Bitcoin? Alors bon, déjà, mais vous l'avez déjà fait sur votre antenne, le bilan 2022, il est moche sur le cours du Bitcoin, moins 65%, et puis 4 trimestres consécutifs de performance négative. Alors, c'est pas suffisant comme argument pour se dire que l'année prochaine sera haussière, ça sera compliqué. Quels sont les critères fondamentaux pour envisager ne serait-ce qu'une stabilisation? Déjà, le premier critère, c'est un critère endogène, le retour de la confiance vis-à-vis des acteurs crypto majeurs, bon, le retour de la confiance vis-à-vis des plateformes crypto. Ça, c'est un critère, vous savez, qu'on n'aurait pas forcément cité au mois de septembre ou au mois d'octobre dernier. Et FTX a changé la donne. Et puis, si on revient au monde d'avant la faillite de FTX, il y a tout un tas de critères, de corrélations qui doivent agir de concert pour envisager ne serait-ce qu'une stabilisation. C'est-à-dire que moi, ma conviction, cher Guillaume, c'est que 2023 sera l'année de la fin du bear market. Mais voilà, une année, c'est long. Alors, je vous les donne rapidement parce que je sais que j'ai déjà occupé trop d'antennes. Il faut que le dollar US soit au pire flat. Si le dollar US repart en tendance haussière, ce sera un frein pour la stabilisation du marché crypto. Il faut que globalement, les marchés financiers soient orientés risk-on, que les marchés actions continuent leur reprise. On a, vous parliez à l'instant des chiffres de l'inflation en Allemagne qui sont de bon augure. Voilà, c'est ça dont on a besoin cette année, une inflation qui soit définitivement vaincue. Pourquoi ? Parce que si elle est vaincue, les taux d'intérêt, les rendements obligataires reprendront une orientation baissière. Et ça aussi, on en a besoin pour la fin du bear market sur le marché crypto. Du côté global macro, il faut éviter une année de récession, pire de dépression. Là, clairement, ce sera le crack crypto, mais comme ce serait le crack du marché action. Et enfin, il y a tout un tas d'autres facteurs, comme je peux citer la régulation, même grosso modo l'utilité sociale du Bitcoin, des facteurs peut-être plus secondaires, mais qui peuvent parfois être sur le devant de la scène et freiner la reprise du marché crypto. Ça, c'est pour les données fondamentales. Maintenant, sur le plan technique, et je termine avec ça, pour le moment, la tendance elle reste baissière. On a toujours une succession de creux de sommet descendants. Vous savez, on pourra défendre la fin du bear market. Nous pourrons arrêter, et d'ailleurs la plupart des analystes techniques visent 10 ou 12 000 $. Cette cible des 10 ou 12 000 $, elle tombera à l'eau le jour où le cours du Bitcoin sera capable de refranchir avec volume et participation la résistance technique extrême des 19-20K. Je vous laisse regarder en temps réel le prix du Bitcoin, ce n'est pas encore le cas. On en est encore assez loin. Vincent Gann, merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Vincent, merci à vous. Analyste technique indépendant. Il fête ses 14 ans, Valentin Demey. Enfin, vous avez un peu plus que 14 ans, vous, Valentin Demey, mais c'est le Bitcoin qui fête ses 14 ans, mine de rien, là. Exactement. Joyeux anniversaire Bitcoin, alors. Joyeux anniversaire Bitcoin. Ouais. Effectivement, c'est aujourd'hui le 3 janvier. C'était donc le 3 janvier 2009 que Bitcoin fêtait sa première bougie. Et 14 ans plus tard, il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé un paquet de choses qui ont été plus ou moins positives pour l'écosystème. On quitte une année particulièrement douloureuse pour les cours de marché et pour la confiance. Effectivement, Vincent disait qu'avant FTX, on n'avait pas trop le paramètre de la confiance des plateformes. En vérité, on l'avait un petit peu dès le mois de mai, à partir de la crise de l'UST, l'effondrement du stablecoin, Terra qui devait suivre le prix du dollar, qui n'a pas suivi le prix du dollar puisqu'il est tombé à moins d'1 centime. Donc cette crise, on l'a senti avant. Mais quand même, 2022, on a repris sur Cryptost quelques grandes dates sur cette année, et cette année uniquement, pas sur toute la vie de Bitcoin. Il y a eu de belles choses, notamment un pays supplémentaire qui accepte Bitcoin comme monnaie légale. Là aussi, c'est un pari important, parce que même si c'est des pays qui n'ont pas énormément d'usagers potentiels, ça reste des entités étatiques qui acceptent Bitcoin comme monnaie légale. Donc c'est important. La République centrafricaine qui rejoint le Salvador. Effectivement, qui rejoint le fameux Salvador, qui était le premier en 2021. Deuxième fait intéressant, c'est qu'on a miné le 19 millionième Bitcoin sur la blockchain, puisqu'il n'y en aura jamais plus donc, de 21. Donc on a fait 90% du chemin. On aura jusqu'en 2140 en moyenne, d'après les estimations, pour aller miner les tout derniers bitcoins. Mais donc on a le 19 millionième qui est désormais ici. Et puis, fait très intéressant, dans justement les moyens de paiement
parce qu'on a parlé des pays qui l'acceptent, c'est difficile d'utiliser Bitcoin, la blockchain principale, pour payer son café ou sa baguette de pain, parce que c'est déjà un peu coûteux et surtout ça met une dizaine de minutes à être validé, un paiement en Bitcoin. Donc on a cette surcouche qui s'appelle le Lightning Network, qui vise à utiliser beaucoup moins d'énergie à chaque utilisation et surtout qui est beaucoup plus rapide. Et ce Lightning Network a énormément progressé sur l'année. Il faut voir ça comme une seconde couche, c'est-à-dire qu'il faut déplacer les Bitcoins de la blockchain principale qu'on connaît là, qui a 19 millions, pour une autre, une couche supplémentaire. Et on voit une nette augmentation de ces Bitcoins qui se déplacent vers cette solution et de plus en plus de startups qui se lancent dans l'objectif de populariser le Lightning Network. On peut notamment citer Jack Dorsey, qui est l'ancien PDG et créateur de Twitter, qui s'y intéresse beaucoup, qui lance des entreprises dans ce secteur. David Marcus aussi, l'ancien président de PayPal, qui travaillait chez Meta aussi, ex-Facebook, qui lance sa société pour faire du Lightning Network un grand projet, et tout plein d'autres comme MicroStrategy qui développent aussi dans ce sens pour faire en sorte que ça soit de plus en plus utilisé dans le monde. Et voilà, l'idée est de créer une forme d'arborescence qui permet de démultiplier les usages de Bitcoin. C'est ça l'idée. C'est exactement l'idée, de pouvoir faire d'un moyen de paiement ce fameux outil d'investissement qui reste encore aujourd'hui, c'est vrai, un moyen d'investissement long terme ou de spéculation et pas tellement de paiement. Mais ça change. Bon, Bitcoin enterré 400 fois et toujours vivant. 14 ans, 14e anniversaire cette semaine pour le Bitcoin. Ouais, il va y avoir beaucoup d'autres challenges l'année prochaine, mais en tout cas, c'est vrai que les institutionnels qui n'étaient pas du tout présents jusque-là avant 2022, en tout cas publiquement, sont bien présents. Même s'ils ont reculé l'année dernière, on voit que la dynamique institutionnelle, elle est toujours présente et elle n'a pas vocation à quitter cette branche qui sont les crypto-monnaies, Bitcoin en tête de. Bon, on parlera tout à l'heure, promis, des sujets qui fâchent, puisque là, on a parlé de 2022 sous l'angle positif, mais c'est vrai qu'on a énormément parlé chaque jour des différents scandales aussi, Terra Luna, FTX, et on dira un petit mot tout à l'heure d'FTX. Juste avant, au-delà de Bitcoin, quel bilan dressez-vous alors, et au-delà peut-être de ces affaires-là, de ces scandales, quel bilan supplémentaire tirez-vous de l'année 2022 avant d'aborder 2023 et les grands enjeux qui nous attendent, Valentin? Faut regarder devant, Valentin, parfois. Faut regarder devant, oui. Surtout à votre âge, 22 ans. 14 ans, c'est le Bitcoin. Alors, 23, 24 dans quelques jours. Vous pourrez peut-être le souhaiter en direct. Mais je vous souhaiterai le vôtre et on verra quel bougie vous avez quant à vous. D'ici là, effectivement, ce qui s'est passé l'année dernière, ça a été une année à deux visages. 2022, ça a clairement été une année à deux visages, tant dans la temporalité, parce que ça a été une année découpée en deux grandes parties, avec en milieu d'année le crash de l'écosystème Terra Luna, vous en parliez, et puis FTX en fin d'année, mais aussi sur, sans parler de temporalité, les bonnes et les mauvaises nouvelles qui n'ont fait qu'affluer cette année. Dans les mauvaises nouvelles, on en parlait aussi tout à l'heure, on vient de parler du crash de l'UST, FTX, la deuxième plus grosse plateforme du monde, qui s'effondre aussi, on va en parler dans quelques minutes, mais il y a une vague de régulation qui était un peu trop forte cette année, l'année 2022, et qui pourrait s'intensifier dans les prochains jours. Dans quelques semaines, à l'Assemblée nationale, sera votée, en tout cas discutée en plénière, la potentielle obligation de l'agrément pour nos entreprises françaises, qui condamnerait une grande partie de l'industrie, qui serait donc obligée de partir en dehors des frontières de l'Hexagone pour exercer, parce qu'il y a tout un tas de problématiques liées à cette haute tension. Notamment, il y a des assureurs qui n'existent pas en quantité suffisante pour assurer les entrepreneurs, donc ils ne pourraient pas exercer dans les conditions actuelles. Il y a cette menace pour l'année qui arrive. Mais pour l'année précédente, effectivement, année à deux visages, des institutionnels qui sont bien présents, puis finalement qui font un pas en arrière avec le crash des deux grosses plateformes dont on a parlé. On a quand même en grande victoire Ethereum qui fait sa mutation, The Merge, qui diminue de 99,9 la consommation énergétique du réseau. Mais du coup, la deuxième facette de ça, c'est peut-être une centralisation trop importante. Vous avez l'habitude de recevoir des bitcoins maximalistes qui ont peur de cette centralisation au sein notamment des validateurs qui sont incarnés par des géants, les GAFAM, qui mettent à disposition leurs serveurs pour faire tourner les logiciels qui permettent de sécuriser la blockchain, notamment Google et Amazon. Donc effectivement, il y a une centralisation accrue, mais c'est vraiment quelque chose à voir de deux facettes, avec bien évidemment le point le plus négatif qui est la descente de 67% en moyenne du marché crypto à la baisse et du Bitcoin passant de 69 000 $ en fin d'année 2021 à 17 000 $ à la fin de l'année 2022, début d'année 2021. Pareil, il était autour de 50 000 $. Donc il y a quand même en fond de tâche cette descente importante. Bon, Valentin, revenons sur l'affaire FTX. On en est où? Là, il y a de derniers développements pour démarrer l'année 2023. Sam Bankman-Fried, il est rentré aux Bahamas, c'est ça? Il a été libéré sous caution à Noël à l'époque. Effectivement, il y a quelques semaines, il a été libéré sous caution après avoir été extradé des Bahamas vers les États-Unis. Aujourd'hui, on apprend une information nouvelle
qui en fait date un petit peu mais qui n'avait pas été divulgué jusque-là, qui est que en fait les autorités, la SEC version Bahamas, donc la Security Commission des Bahamas, a gelé 3,5 milliards de dollars de la filiale de FTX qui était aux Bahamas, juste après le passage d'FTX sous le chapitre 11, donc la protection des faillites aux États-Unis. Ça, pourquoi ? Parce que la SCB donc a déterminé qu'il existait un risque significatif de disparition imminente des actifs numériques sous la garde et le contrôle de FTX au préjudice des clients et des créanciers. Donc 3,5 milliards au moment de la saisie. Les cours ont un petit peu baissé, bougé depuis, donc il y a peut-être un peu moins aujourd'hui, mais on va dire autour de 3 milliards qui sont aujourd'hui verrouillés par la SCB. C'est entre 10 et 40 milliards toujours. On a du mal à estimer le trou causé par la faillite de FTX auprès des créanciers et des utilisateurs, mais c'est déjà ça de trouver. Sachant que, effectivement, c'est en train de se faire à l'heure actuelle, j'avais pas l'information avant d'arriver sur le plateau, Sam Bankman-Fried va plaider non coupable aujourd'hui dans le cadre de du début du procès et de l'enquête sur la faillite de FTX, et que, chose intéressante à noter, le lendemain de la saisie de ces fonds, donc pour protéger les clients, il y avait eu, rappelez-vous Guillaume, le pseudo-hack de la plateforme FTX. On se rappelait qu'elle a fait faillite donc le 11 et le 13, si je ne dis pas de bêtises, il y a eu un hack qui a siphonné 300 millions de dollars. Donc un hack, il y avait des soupçons que ce soit de l'équipe même de FTX, mais en tout cas, ça a été une bonne action puisque en bloquant ces fonds, eh bien, on a évité peut-être que ça ne soit pas autour de 300 millions, mais que ce soit les 3,5 milliards de dollars qui auraient été siphonnés. Donc c'est une bonne chose. À voir comment le tribunal et les sanctions vont arriver pour que cet argent retrouve la direction des créanciers et des utilisateurs. Mais en tout cas, voilà, 3,5 milliards de dollars qui ont été saisis à l'époque. Par la SEC des Bahamas, le gendarme des Bahamas. Voilà, ça date simplifié. Du mois de novembre. Valentin Demey, bientôt 24 ans, donc journaliste pour Cryptost. Qu'est-ce que vous allez m'offrir, Guillaume ? Il est né avant 2000, il est même pas millénial, tiens. M'offrirez quelques Satoshi. Ça me fera très plaisir, Guillaume. Pas de crainte de FUD pour 2023 ? Sur 2023, je vous dis, effectivement, là, le 18 et le 24 janvier... Essayez de parler le langage de votre génération. C'est ce qui est fair and certainly and doubt. Effectivement, s'il n'y a pas de mauvais signaux sur 2023, vraiment, là, ce qu'il faut regarder pour l'écosystème français dans les toutes prochaines semaines, le 18 et le 24 en assemblée plénière, c'est ce potentiel passage de l'agrément obligatoire qui serait dramatique pour l'écosystème. Mais je pense que nos députés auront la sagesse de comprendre les enjeux qui sont en cours. Valentin Demey pour Cryptost, régulièrement à nos côtés. Merci Valentin d'être passé nous voir. C'est quel jour votre anniversaire du coup ? Insiste. C'est le 15 janvier, Guillaume. 15 janvier, la France entière est au courant et toute la communauté crypto. Vous pouvez nous suivre, bien sûr, sur BFM Crypto. Merci Valentin d'être passé nous voir. Et Vincent Gagne qui nous accompagne, analyste technique indépendant. Dans un instant, on va se reconnecter à la séance du jour. Le CAC 40 en ce moment est en train de limiter ses gains parce que Wall Street finalement recule après avoir ouvert dans le vert. On recule à Wall Street, les 3 indices dans le rouge et le CAC ne progresse plus que de 0,6%.